Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci d'être là. Bernard, mets-toi là quand même. Alors, pour ceux qui sont venus les précédentes séances au Ciné-Club, j'ai dit ce que j'avais à dire sur notre invité, que je ne peux pas complètement répéter devant lui, mais quand même, je suis très, très, très heureuse et assez fière que nous accueillons ce soir Bernard Benoliel, directeur de l'action culturelle à la Cinémathèque française. D'abord parce que c'est toujours, quand on anime un ciné-club dans un cinéma, je crois que ça fait depuis septembre 2002, si vous voulez, ce qui est, je ne sais pas, le Graal, ce qui est là. Tu vas dire. Bah, si. C'est ce qui est, vous voyez, ce qu'on peut imaginer de plus, c'est la Cinémathèque française. Donc déjà, voilà. Et il se trouve que une des personnes que je trouve qui parle le mieux de cinéma, c'est-à-dire qui parle déjà mieux français que moi, comme vous voyez cette phrase que je viens de faire totalement alambiquée, eh bien, c'est Bernard Benoliel qui est là. Tu voilà. mets la pression. Bah, oh mais... Et je suis aussi très heureuse donc, de pouvoir... que vous puissiez plutôt participer à cette soirée qui est aussi dans le cadre de la sortie de ce livre que tu as écrit. Et donc, avant qu'on commence, je vous le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui sortent dès que le film est terminé. Et on a réfléchi, il y aura une petite table où vous pourrez quand même acheter le livre, si vous en avez envie, même si vous ne restez pas jusqu'à la fin du débat. Et à la fin, ceux qui resteront à la fin, il y aura une dédicace. C'est vous dire le Graal. Alors, avant qu'on commence, je voulais que Bernard nous parle un peu de son livre. Et ce que j'étais en train de lui dire au café à côté, qu'il a mis tout de suite encore plus la pression, c'est que, je vous le dis quand même, voilà, moi je ne suis pas payée par la Cinémathèque, mais ça fait bien longtemps que je n'avais pas lu un livre de cinéma où je me suis autant régalée. Voilà. Je pense que vous allez l'entendre parler quand on lit le livre. Donc c'est très bien écrit. Et en même temps, c'est lui qu'on entend. C'est toi qu'on entend. Avec ta manière de parler au public, avec tout ce qui fait que tu es quelqu'un qu'on adore écouter. C'est extrêmement intelligent et ça fait partie de ces livres où, 3 choses. 1, on a l'impression d'être moins bête quand on lit. Ça, j'aime bien. 2, on a envie de revoir tous les films ou de voir tous les films. Et 3, on a envie de lire plein de livres. Autrement dit, c'est le bon livre à lire avant les vacances. Comme ça, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez emmener avec vous. Voilà. Alors peut-être, avant de présenter le film lui-même, entrez, soyez pas timide. Evdokia. Peut-être juste pour un peu basique, mais donc ce livre qui est aussi singulier dans sa forme, qui n'est ni une biographie, enfin qui est un essai. Voilà, on en parlera peut-être après. Bon, j'imagine que ça t'a pris. On va vous voyez comme si on se connaissait pas en fait. Ok, on va se tutoyer. Depuis combien de temps déjà et pourquoi Eastwood ? Parce que c'est une somme... Ce livre-là, oui, c'est quelques années de travail. En fait, ça me tient depuis longtemps. De toute façon, Eastwood, c'est une œuvre au long cours. C'est quelqu'un qui a accompagné toutes nos vies, des plus jeunes aux plus âgés. C'est quelqu'un donc qui a commencé à être sur la carte cinématographique, disons, pour faire simple, la carte cinématographique au milieu des années 60 avec les films de Sergio Leone. Donc moi, je suis né en 65. Autant vous dire que je suis contemporain de l'avènement d'Eastwood. C'est notre point commun. Voilà, donc c'est une œuvre au long cours, c'est une œuvre majestueuse, c'est une œuvre avec des hauts et des bas, c'est une œuvre à la fois d'acteur et de réalisateur. Donc l'enjeu pour moi de ce livre, c'était à la fois de ne pas faire une biographie. Je ne suis pas biographe. Et puis, je voulais que s'il y avait des éléments de biographie, ça soit en quelque sorte au service des films. Parce que pour moi, le corpus principal, le discours principal d'Eastwood, c'est pas ce qu'il dit,
c'est pas ce qu'on dit sur lui, quoique ça soit dans son cas très intéressant, mais c'est ses films eux-mêmes, le corpus des films. Les films sont l'archive principale, et c'est à les regarder qu'on peut en quelque sorte écrire une histoire de l'œuvre, et donc une histoire de l'homme. Voilà, donc c'est en part. Et l'autre enjeu était évidemment d'arriver à croiser à la fois l'acteur et le réalisateur, sans oublier le producteur, et donc de tenter une histoire à la fois, parfois avec macro et parfois micro, faire des analyses de séquences, mais aussi situer Eastwood dans le cadre de la production hollywoodienne des années 70, enfin, faire un va-et-vient permanent autant que possible entre les films, les séquences, sa vie elle-même, la vie du cinéma hollywoodien, pour en quelque sorte, oui, une sorte de traversée ou de récit qui nous mènerait grosso modo des débuts jusqu'à aujourd'hui, parce que Eastwood, c'est quand même quelqu'un qui a fait un film l'année dernière. Donc, que vous avez pu voir ici. Voilà, Juré numéro 2. Sur les réseaux, il en a annoncé un nouveau. Alors, il n'a pas de titre et c'est pas confirmé, mais c'est pour dire que voilà, il a 95 ans et c'est quand même un cas absolument unique dans le cinéma hollywoodien et je dirais dans le cinéma tout court. Et donc, c'est cette exception-là. Alors, s'il avait fait que des films moyens ou peu intéressants, bon, mais il se trouve que, même encore une fois, s'il y a des hauts et des bas dans la production, il y a des expériences incroyables, il y a des coups de force incroyables, il y a des réussites incroyables, comme le film que vous allez voir ce soir. C'est tout ça qui me donne envie d'écrire sur lui encore et encore. Voilà. Et j'espère bien que là, non pas que j'ai mis un point final, mais enfin que voilà, une obsession va un peu se calmer, quoi. Donc peut-être une très courte présentation du film. Oui, très courte. Ce que j'ai commencé à dire, c'est essayer de situer à la fois le film dans le fleuve Eastwood. C'est un film qu'il tourne à l'automne 1991. C'est un film qui va sortir à l'été 1992. Et c'est un moment très particulier dans l'œuvre du cinéaste parce que la fin des années 80, pour lui, n'a pas été une très bonne période. Il tourne des films un peu, dispensables. Et puis, il avait, ça je pourrais le raconter après, il avait sous le coude, depuis le début des années 80, ce projet-là. Et il a attendu, pour des raisons que je développerai plus tard, il a attendu 1991 pour le réaliser, et c'est son 16e long métrage. Au moment où il le tourne, il a 62 ans, mais effectivement, c'est pas non plus son premier western. En tant que réalisateur, et en tant que film signé par lui, c'est son 4e western, qui s'étend sur 3 décennies. Le premier, c'est L'Homme des Hautes Plaines en 73. Le second, c'est José Wells hors la loi en 76. Le troisième, c'est Pell Rider en 85. Et puis celui-ci en 1992. Et l'histoire d'Eastwood avec le western, elle est encore antérieure. C'est-à-dire qu'elle plonge même dans les années 50 et 60, puisque, vous le savez, il devient connu, en tout cas il commence à avoir une image, sinon de cinéma, mais au moins à la télévision, avec la série qu'on a connue en France, mais qui évidemment est une série américaine qui s'appelle Rawhide. Et Rawhide, c'est 5 saisons, 217 épisodes, et là il a un rôle, le second rôle, et ça commence à le faire connaître. Donc voilà, il y a cette série-là, qui est une série western, et puis bien sûr les 3 films avec Sergio Leone. Au milieu des années 60, la trilogie du dollar, comme on l'a appelé, ces westerns tournés en Italie, qui sont considérés comme une hérésie par les critiques américains de l'époque, mais qui le rendent très populaire. Et puis il en tournera d'autres, des westerns, avec Don Siegel, son mentor, il en tourne 2, il tourne un film avec John Surdage qui s'appelle Joe Kidd. Donc voilà, Eastwood, c'est quelqu'un, on le sait, qui a partie liée avec le western, et c'est même quelqu'un dont on pourrait dire qu'il résume le genre, ou en tout cas qu'il le prolonge, qu'il le continue, qu'il le discute, et même qu'il le révise, puisque d'une certaine manière, le film que vous allez voir là revient sur l'imagerie westernienne, telle qu'elle est véhiculée par l'histoire du genre, depuis les origines, et il s'en prend à cette imagerie westernienne, en quelque sorte, pour la revisiter, et pour ramener en quelque sorte une sorte de vérité historique à l'intérieur d'un genre qui est à la fois historique par essence, puisque ça raconte une histoire souvent du 19e siècle, mais aussi légendaire, puisque vous allez le voir dans le film, il est beaucoup de questions de trafiquer les faits. Voilà.
d'imprimer la légende plutôt que les faits, pour le dire à la John Ford. Voilà, donc c'est ça l'enjeu du film. On discutera après la présentation, après la projection du scénariste, parce que c'est intéressant, les sources qui ont inspiré le scénariste, David Webb Peoples. Et puis, dernière chose, il y a au temps de la préparation d'Impitoyable, donc en mars 1991, il se produit un fait divers dramatique à Los Angeles. Et ce fait dramatique vient percuter en quelque sorte la préparation d'Impitoyable. Ça choque Eastwood comme ça choque énormément d'Américains. Ce fait divers dramatique, c'est le passage à tabac par des agents de la police de Los Angeles, 4 blancs qui tabassent un noir qui s'appelle Rodney King. Il se trouve que ce passage à tabac est filmé et qu'il est diffusé sur CNN 48 heures après. Et ça provoque évidemment un scandale et ça provoquera par la suite même des émeutes à Los Angeles. Cette histoire-là, a priori, elle n'a pas de rapport avec le western et pourtant vous verrez que ça fait d'Impitoyable un western d'actualité, ça vient le percuter et cette actualité, c'est l'actualité de la violence, c'est-à-dire une violence, l'actualité répétitive de la violence américaine. Et dernière chose qui est liée à ça, c'est que quand Gene Hackman a été approché pour jouer le rôle du shérif dans le film, il a dit à Eastwood qu'il ne voulait pas tourner dans un film violent. Et Eastwood lui a dit, mais justement, Impitoyable sera, je cite, un commentaire sur la violence. Voilà. Donc vous allez découvrir ou redécouvrir ce commentaire eastwoodien sur la violence américaine et on pourra en reparler après. Merci beaucoup. Est-ce qu'on commence peut-être par voir un peu les réactions du public oui, et puis bien après sûr. Peut-être juste dire une chose, enfin voilà. À la fois ce que vous avez vu tout à la fin, tout Sergio and Don, hein, donc c'est évidemment un film dédié à Sergio Leone et à Don Siegel, hein, qui ont été les deux qui étaient morts peu de temps, l'un et l'autre peu de temps avant la réalisation de ce film. Et évidemment, Eastwood a voulu comme ça rendre hommage à l'un et à l'autre avec qui il a tourné des westerns, et l'un et l'autre qui ont été absolument décisifs dans son propre avènement d'acteur et de réalisateur, et en particulier Don Siegel, qui a vraiment été son mentor en termes de mise en scène. Donc voilà, c'est pour ça que, évidemment, la dédicace à la fin, qui n'est pas une pratique courante, mais à laquelle Eastwood tenait. Et puis une autre chose que je n'ai pas dite dans l'introduction, mais que vous savez ou qui est importante à signaler, c'est que ce film a été un immense succès critique et public quand il est sorti aux États-Unis. Donc comme je vous disais, en août 92, et aux Oscars de l'année suivante, donc qui récompense les films de l'année précédente. En fait, le film a eu 9 nominations et 4 Oscars, dont celui de meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur monteur et meilleur acteur dans un second rôle pour Gene Hackman. Donc ça a été évidemment une reconnaissance absolue pour Eastwood, par ses pairs, par la critique, par le public. Et je dis ça parce que cette reconnaissance, elle aura été tardive et ô combien spectaculaire et inattendue par rapport à la manière dont Eastwood, en tant que réalisateur et acteur, était perçu dans les années 60 et les années 70 par l'intelligentsia américaine. Si bien que, pour le dire d'un mot, la conversion, littéralement, la conversion de la critique et à son égard, à l'égard d'Eastwood, est tellement spectaculaire que c'est véritablement une révolution. C'est un retournement complet de la perception de son jeu d'acteur, de sa compétence de metteur en scène, et ça aura pris 20 ans. Voilà. Peut-être revenir sur ça, parce qu'il me semble que dans ton livre, ce qui est passionnant, c'est aussi de voir, et qui est un des sujets du film, c'est pour ça que je me permets de rentrer par cette porte. Après, on verra comment, je trouve, la mise en scène des espaces est dingue, mais on va y revenir, j'espère. C'est justement comment ce film, tu as dit en présentant le film que c'était un commentaire sur la violence, mais comment aussi c'est un retravail finalement
sur une perception et une... Alors ça peut se décliner sur plein de niveaux, à la fois dans l'histoire américaine, l'histoire du western, etc., mais y compris par rapport à Eastwood et ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire ce malentendu en quelque sorte entre la manière dont il a été vu, en particulier par la critique, et dont il retravaille son personnage et dont il renverse les éléments ici. Comment dire, peut-être pour pas faire une réponse trop longue, dire qu'effectivement Eastwood c'est quelqu'un qui est advenu au vedettariat en tant qu'acteur avec les films de Sergio Leone et les films de Don Siegel, mais c'est des films qui étaient mal perçus, qui étaient considérés comme cyniques, comme ultra-violents, voire réactionnaires, voire fascistes. Donc il traînait en quelque sorte en même temps qu'il faisait un carton au box-office. Eastwood, dans les années 60 et en particulier 70, avec en particulier l'Inspecteur Harry de Don Siegel, traînait une réputation, disons, pour le dire simplement, de réactionnaire et d'homme de main de Richard Nixon, le président des États-Unis dans les années 70, qui était le champion, soit autoproclamé, du law and order, la loi et l'ordre. Bon. Et Eastwood, en même temps, il est devenu réalisateur parce qu'il le souhaitait depuis très longtemps. Et il est devenu réalisateur à la fois parce qu'il pensait qu'il avait ça en lui, et en même temps, en devenant réalisateur, il a lui-même, à même ses films, travaillé sa propre image. C'est-à-dire qu'il s'est servi de ses films comme d'une étude visuelle ou d'une riposte visuelle pour répondre aux critiques qui lui étaient adressées. Il y a un film célèbre qui s'appelle Magnum Force et qui est le deuxième épisode de l'Inspecteur Harry et qui a été réalisé peu après du fait du succès incroyable de l'Inspecteur Harry. Il n'y avait pas de suite prévue. Et dans le deuxième, il y a un escadron de la mort qui souhaite en quelque sorte enrôler l'inspecteur Harry et qui, lui, escadron de la mort, est vraiment un groupuscule fasciste. Et Eastwood, oui, l'inspecteur Harry a cette réponse à cet escadron. Il leur répond « Je crois que vous vous êtes trompé sur mon compte ». Et évidemment, ce « Je crois que vous êtes trompé sur mon compte », c'est Eastwood qui répond à ces critiques. Si bien qu'il a lui-même réfléchi à sa persona, à ses personnages, et à travers les années 70, on pourrait prendre plusieurs films, il a fait évoluer en quelque sorte la perception de son personnage. C'est ce qui explique la conversion progressive, très lente, mais la conversion critique dont je parlais, et qui fait que ceux qui le vouaient aux gémonies ont pu l'encenser 15 ans après, parce qu'un trajet avait eu lieu et que ce trajet avait été en quelque sorte conscient de la part d'Eastwood. L'autre chose que je voudrais dire, et après je vous laisse la parole, c'est ce qui me frappe dans ce film, en le revoyant encore une fois, et qui doit être peut-être souligné, c'est la qualité de l'intrigue, la qualité du scénario, si bien que Eastwood, au début des années 80, donc 83, à l'occasion de lire ce scénario original de David Webb Peoples, et qui est, en fait, David Webb Peoples était un monteur dans les années 70, et il s'est essayé au scénario. Il s'est essayé au scénario à partir de différentes sources, mais toujours est-il qu'il écrit cette histoire originale, sur laquelle Coppola avait une option au début des années 80, puis cette option il la perd, et Eastwood, en lisant ce traitement, prend une option et achète les droits. Et il a dit une chose que je trouve très intéressante, Eastwood, parce qu'en fait, le film est le scénario. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas eu de réécriture, il n'y a quasiment pas eu de changement. Il a filmé le scénario, à la grande surprise d'ailleurs de son scénariste, qui par la suite, lui, il a travaillé avec d'autres cinéastes, était habitué à des changements majeurs. Mais Eastwood a dit, chaque fois que j'ai travaillé sur le scénario et essayé de changer quelque chose, je me rendais compte que j'étais en train de l'abîmer. Et donc, il s'en est vraiment tenu à ce qui a été écrit. Et par exemple, même, il y a dans les très rares changements, en dehors du titre, puisque ça ne portait pas ce titre-là, en dehors du titre, il a même filmé une scène à la fin qu'il a finalement coupée au montage. C'est un des rares changements. Et cette scène, c'était qu'on voyait William Munny à la fin revenir auprès de ses enfants. On comprenait que le Scofield Kid avait tenu parole et avait donné l'argent aux enfants. Et le garçon qu'on voit au début
son fils lui dit « Est-ce que tu as tué quelqu'un ?» Et l'autre lui dit « Non, je n'ai tué personne. » Voilà. Et après, arrivait la scène finale, et Eastwood a considéré qu'il n'y avait pas besoin de ce moment-là, et il l'a coupé au montage. Mais ce qui est très beau dans ce scénario, c'est qu'évidemment, Eastwood, certes, on peut dire a le premier rôle, mais oui et non. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il est entouré d'autres personnages qui sont tout aussi importants et qui composent finalement différents trajets, différentes lectures, différentes histoires qui se croisent, et parfois qui se croisent d'un plan. C'est-à-dire que de tout le film, le seul moment, le seul rapport entre English Bob, celui qui est passé à tabac, joué par Richard Harris, et le personnage de William Munny, joué par Eastwood, le seul moment où ces deux-là se croisent dans l'intrigue, c'est sous la pluie, un train passe, on voit la figure de English Bob tuméfié et complètement KO dans le train, et là, William Munny le voit passer. C'est le seul moment où, entre guillemets, les deux se rencontrent, et c'est évidemment très beau, parce que ça démontre une qualité d'écriture très subtile, et puis évidemment, le personnage de William Munny voit à ce moment-là passer comme une ombre, ou comme un fantôme de son passé, et presque aussi la préfiguration de ce qu'il attend à son tour, quoi. Donc voilà, ce que je voulais juste dire, c'est cette incroyable science du récit qui fait qu'il peut raconter autant d'histoires qui convergent, toutes vers Big Whiskey, mais qu'avec autant de personnages. Et Eastwood, à qui on a souvent reproché son jeu individualiste, témoigne ici, et il y a bien d'autres exemples dans l'œuvre, mais témoigne ici de la générosité du cinéaste par rapport aux autres acteurs, parce qu'évidemment, les personnages de Gene Hackman, le personnage de Morgan Freeman sont absolument inoubliables, ont des rôles absolument magnifiques. Donc voilà, mais cette intrigue-là, j'allais dire polyphonique, cette intrigue à plusieurs niveaux et à plusieurs histoires, elle fait évidemment l'un des grands intérêts du film. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présence. Est-ce que vous avez pu personnellement rencontrer Clint Eastwood pour vous entretenir avec lui, et notamment dans la préparation du livre ? Non, j'ai jamais rencontré Clint Eastwood. D'abord parce que ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu en Europe. Et je pense qu'il ne viendra plus. Il fait plus de grands voyages. Il donne plus non plus d'entretiens. L'avantage avec Eastwood, c'est qu'il donne des entretiens depuis le milieu des années 60. Donc la masse de propos d'Eastwood est vraiment très importante. Mais plus encore, moi, dans mon approche, c'est ce que je vous disais dans l'introduction, j'ai moins besoin de sa parole que de ses films. Et je pense que les films d'un cinéaste en savent plus sur le cinéaste que le cinéaste lui-même n'en sait sur son travail. D'autant plus que Eastwood, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de cinéastes américains, n'est pas du tout un intellectuel. C'est pas quelqu'un qui va analyser ses films. C'est pas quelqu'un qui va couper le cheveu en quatre. Et c'est quelqu'un qui pouvait être amusé par l'approche à la française, mais qui, comme les Howard Hawks ou les John Ford, aurait répondu à des questions à la française. How did you shoot that with the camera? Voilà, par un si vous le dites. C'est pas. Et lui-même disait, il faut se méfier du cerveau analytique, disait-il, en parlant de lui en tant que, j'allais dire, créateur de forme. Il faut se méfier du cerveau analytique. Le cerveau analytique peut tuer un créateur, c'était sa conception, c'est sa conception, et il faut rester, disait-il, au niveau du cerveau reptilien, c'est-à-dire les intuitions, l'instinct, et c'est comme ça qu'il tourne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de storyboard, alors que vous voyez comment c'est découpé, vous voyez comment le cadre est composé, vous voyez le travail sur la lumière. Ça, c'est le résultat non seulement de son instinct de metteur en scène, mais aussi d'une chose qui doit être dite, c'est son entourage. C'est un entourage extraordinairement stable. Et même quand il change, celui qui remplace celui qui sort a été formé par le précédent. Jack Green, par exemple, le chef opérateur qui fait l'image, et cette image très sombre, par moments à la limite du visible, ou dans un plan, par exemple, la moitié de l'image est dans le noir,
ce Jack Green, il a été formé par Bruce Surtees. Et Bruce Surtees, c'est le chef opérateur d'Eastwood du début des années 70, c'était celui de Don Siegel, du début des années 70 jusqu'au milieu des années 80. Et vient un moment où il passe la main, mais il passe la main à quelqu'un qui a été son assistant pendant plein d'années. Pareil, là, je voyais au générique le Henry Bumstead, qui était le chef décorateur et qui construit toute cette ville que vous voyez, qui n'existait pas, et qu'il a construit de fond en comble. Et il en était très fier parce qu'il disait c'est presque une ville en état de fonctionnement. Voilà, il y avait tout ce qu'il fallait en quelque sorte, à la fois pour abriter l'équipe et pour réaliser le film. Ce Henry Bumstead, il a un assistant qui s'appelle James Murakami, et Murakami prendra à partir du milieu des années 2000 la relève de Bumstead. Tout ça pour dire que, et il y a d'autres exemples, hein, Joel Cox, le monteur, il a une carrière incroyablement longue. Je pense qu'il doit y avoir 3 films dans sa filmographie qui ne sont pas d'Eastwood. C'est-à-dire que lui, il s'est littéralement dédié au cinéaste. Voilà, donc je vous dis ça pour dire que s'il arrive à ce résultat-là, c'est parce qu'il crée lui-même les conditions quasiment de production de ces films. Et encore une fois, pour vous répondre, non, je ne l'ai pas rencontré, mais parce que je suis persuadé, de mon point de vue, que le plus important, c'est ce que j'appellerais la politique du film. Pas la politique des auteurs, mais la politique du film. Le film, tout ce qu'on a besoin de savoir ou qu'on peut déduire ou comprendre, bien sûr, en lisant énormément ou en recoupant, est à l'écran. Et que si, on fait confiance au créateur, autant partir du film plutôt que de sa parole, qui elle-même est une parole qui restera toujours en deçà de ce qu'il a fait. Et je pense que le meilleur d'un créateur est dans son œuvre, plus que dans ses propos. Oui, alors ma question, ça serait, vous disiez que c'était un commentaire de la violence. Est-ce que vous pouvez développer cette idée Pour moi, la chose principale, du film, et c'est votre question me permet d'y répondre, c'est que vous avez vu dans le film le personnage de William Munny, joué par Eastwood. Il y a cette scène avec Ned Logan, donc Morgan Freeman, le feu de camp, le premier feu de camp, où Eastwood, qui commence à être fiévreux, ou en tout cas a un désir, sinon de confession, du moins s'épanche un petit peu, parce qu'il est avec son ami avec lequel ils ont fait pique-pendre, commence à évoquer son passé, et il dit à plusieurs reprises je ne suis plus comme ça, je ne suis plus le même, j'ai changé, c'est pas parce qu'on va à cette tuerie que je vais reprendre ma vie d'avant. Bref, littéralement, pour le dire rapidement, ce que le personnage dit ici, c'est j'étais quelqu'un, je suis différent, j'ai changé parce qu'en fait, je me suis littéralement déprogrammé. J'ai déprogrammé en moi la violence qui m'animait. Et on voit bien que le film dit tout le contraire. C'est-à-dire que cette déprogrammation-là, elle est peut-être un horizon, un idéal, un but, mais elle est littéralement impossible. Et que le personnage, là où il rêve de se déprogrammer, ne fait que répéter. Et que là où il devrait y avoir réparation, il n'y a que séparation. Et ça, je suis convaincu que c'est d'ailleurs le trajet du pessimisme dans l'œuvre d'Eastwood. Si vous prenez un film comme José Wells hors la loi, qui est son deuxième western et qu'il réalise au milieu des années 70, le personnage suit un arc narratif où, d'une certaine manière, même si le personnage à la fin dit, à propos de la guerre de sécession, on est tous un peu morts pendant cette foutue guerre, il y a un horizon, il y a un avenir, il y a quelque chose. Ici, c'est plié. Il y a quelque chose qui ne peut plus s'accomplir. Et cette violence en boucle, cette violence répétitive, elle est non seulement, on pourrait dire, biographique, propre au personnage de William Munny, mais vous avez vu que le film, dans la séquence du train avec English Bob, fait allusion à l'assassinat d'un président. Et l'assassinat d'un président, c'est le président des États-Unis qui s'appelle James Garfield, et effectivement, en 1881, ça permet d'ailleurs de dater très précisément la scène du train, le 2 juillet 1881, un déséquilibré lui tire dessus et l'abat. Et évidemment, c'est déjà en 1881, et encore plus quand Eastwood réalise le film, une répétition
une répétition de la violence, puisque Abraham Lincoln a été tué 20 ans auparavant. Donc, l'histoire américaine, c'est l'histoire d'une répétition de la violence, là où on rêverait de la déprogrammer. Il y a à la fois, c'est presque un film biohistorique sur la violence, c'est-à-dire William Money et l'histoire américaine rêvent d'échapper à la répétition sans y parvenir jamais. Eastwood, c'est quelqu'un, par exemple, qui sera obsédé dans son œuvre par l'assassinat de Kennedy. Il consacrera un film, d'ailleurs, juste après celui-là, qui s'appelle « Dans la ligne de mire », et où la question de la mort de Kennedy revient en boucle. Non pas pour contester l'hypothèse du tireur isolé, ce n'est pas le sujet d'Eastwood. Pour lui, c'est Lee Harvey Oswald qui a tué Kennedy, mais Lee Harvey Oswald qui a tiré sur Kennedy. Lui, il n'est pas du tout dans la théorie complotiste où il y aurait eu plusieurs tireurs et tout ça, c'est pas son propos. Mais ce qui intéresse Eastwood, ou ce qui le choque ou le fascine, c'est que pour lui, c'est à la fois une occasion manquée, la fin d'une innocence supposée des États-Unis, et en même temps, c'est l'actualisation interminable d'une violence proprement américaine. Quelque chose n'en finit pas de se répéter là où on voudrait que ça s'arrête. Et le film, il va réaliser donc Dans la ligne de mire, et le film qu'il fait après s'appelle Un monde parfait. Et Un monde parfait, c'est joué par donc le personnage principal, c'est Kevin Costner. Et Kevin Costner, c'est la même chose. Il va passer son temps à essayer de transmettre à un enfant quelque chose, et en même temps qu'il lui transmet le bien, il lui transmet le mal, parce qu'il a cette violence en lui. Et donc, puisque ça se transmet, ça se répète. Donc voilà pour la question. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à la violence, c'est ce que j'ai esquissé dans l'introduction, c'est que quand Eastwood réalise donc Impitoyable, il part du scénario dont je vous ai parlé, scénario lui-même inspiré à David Webb Peoples par deux choses, deux personnages, un film et un roman. Le film, c'est Taxi Driver, parce que quand David Webb Peoples écrit le film, c'est au milieu des années 70. Il voit le personnage de Travis Bickle, De Niro, dans Taxi Driver. Il est sidéré par le film et par le niveau de violence qu'il est possible de représenter. Et l'autre chose, c'est un roman de Glendon Southall, qui est un romancier américain spécialisé dans l'Ouest américain et qui a écrit un livre qui s'appelle The Shootist, le tueur, qui a été d'ailleurs adapté par Don Siegel avec John Wayne. Et le roman et le film donnent en quelque sorte au scénariste des ailes pour écrire ce film. Mais quand Eastwood prépare Impitoyable, donc on est en mars 1991, il se produit le fait divers dont je vous parlais, c'est-à-dire encore une fois l'éternelle répétition de la violence, c'est-à-dire Rodney King, ce jeune noir arrêté par 4 policiers blancs à Los Angeles et passé à tabac, filmé, donc, scandale à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien l'arc de la violence, puisque Eastwood, quand il tourne Impitoyable, il est absolument conscient de la proximité de cette histoire avec Rodney King, et quand il filme la scène du moment où Morgan Freeman est fouetté à mort par le policier, par le shérif, joué par Gene Hackman, c'est évidemment pour lui une allusion, une référence à ce passage à tabac par les flics de Los Angeles, et surtout le public américain qui en 1992 voit Impitoyable ne rate absolument pas l'allusion ou même la référence, puisque Eastwood les force en quelque sorte à un montage obligé, montage mental, où là le spectateur travaille, entre ce qu'il a vu sur CNN quelques mois auparavant et qui a choqué l'Amérique et ce qu'il voit là. Et dans le scénario de David Webb Peoples, le personnage joué par Morgan Freeman, Ned Logan, n'est pas noir. C'est Eastwood qui a l'idée d'engager Morgan Freeman, à la fois pour ce qu'il est, l'acteur qu'il est, mais aussi pour la scène du fouet et la scène de la torture. À la fois pour que ça résonne dans l'esprit des spectateurs comme une référence à l'affaire Rodney King, et en même temps parce qu'évidemment,
pour le personnage comme pour les spectateurs, ce noir qui est fouetté, ça renvoie à l'histoire américaine, c'est-à-dire à l'histoire de l'esclavage. Les Afro-Américains, on peut considérer ici que dans le film, Ned Logan est un noir affranchi ou libre, et il revit dans sa chair l'histoire américaine. Et donc, on voit bien que le sujet d'Impitoyable, c'est bien cette histoire américaine en boucle qui répète sa violence sans jamais pouvoir la désamorcer. Et on voit bien que, disons, de l'esclavage jusqu'à Rodney King, c'est une seule et même histoire qui s'écrit. De la violence qui habite William Money jusqu'à l'exécution des présidents, c'est la même histoire. English Bob, il passe son temps à se moquer de l'histoire américaine en disant mais si vous aviez un roi ou une reine, personne n'oserait s'en prendre à lui ou à elle, mais qui ne tirerait pas sur un président? Oui, d'ailleurs, je trouve assez génial ce personnage English Bob. Je me trompe pas, non, puisqu'on a vu Pulp Fiction la semaine dernière, le diner, c'est chez English Bob, je crois. Hein. Ouais, il me semble. Mais bon, ce que je trouve formidable, c'est aussi justement dans ce jeu de ricochet avec l'histoire, hein, qui ne cesse de se répéter et qu'on n'arrive pas à déprogrammer, comme tu le dis. C'est que English Bob, donc, qui fait de la provocation, c'est aussi de la provocation, en plus c'est le 4 juillet. Donc c'est bien sûr, la fête de l'indépendance. Voilà, la fête de l'indépendance. Hein. Mais il va même jusqu'à... il me semble que ça existait, non, la théorie des climats sous l'Ancien Régime pour déterminer que dans tel endroit, les gens se comportent comme ci, comme ça. Donc il a un vrai discours... Mais English Bob, d'une certaine manière, English, c'est-à-dire l'anglais, celui contre... le peuple contre lequel les États-Unis ont fait leur révolution pour accéder à l'indépendance. English Bob, il joue les lettrés, il a un langage châtié, il a des références, il méprise les autres, et donc il est une sorte de référence culturelle qui se promène comme ça dans le film, dans cet Ouest un peu mal dégrossi. Mais là-dessus, oui, le personnage est assez... Voilà, les personnages sont inoubliables dans ce film-là. Ils ont une grande présence, il y a beaucoup de caractère, l'écriture est très fine. Et le personnage d'English Bob, il est là aussi pour qu'on insiste à ce qui est l'un des grands enjeux du film, c'est-à-dire la démystification de la légende westernienne ou de l'imagerie westernienne telle qu'elle est véhiculée par le cinéma lui-même. Et là, Eastwood, c'est en ça que, d'une certaine manière, là aussi, il fait réflexion sur son propre trajet, ou disons l'histoire du cinéma américain. C'est que vous avez bien sûr décodé à quel point, ici, il s'agit de dire la part de mensonge, la part d'exagération, la part d'affabulation, la part de fiction, et que cette fois-ci, on ne va pas imprimer la légende, mais on va imprimer les faits. Tout le jeu avec le Duck of Death, et comment le personnage du journaliste, joué par Beauchamp, comment on le voit, lui, passer d'un personnage à l'autre. Il commence avec l'English Bob, puis après il est fasciné par Little Bill Daggett, donc le shérif, et après c'est la figure de William Money dont il est prêt à écrire la biographie. Et donc on voit bien que lui, assistant à la fin, d'une certaine manière, à un vrai duel, mais complètement sordide, va, c'est certain, le raconter d'une manière complètement légendaire, qui sera la matière même, non seulement des romans Akatsu, qui avaient une vérité historique, mais de ce qu'on appellera par la suite les westerns dans l'histoire américaine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vais abonder dans votre sens un tout petit peu, dans la mesure, en même temps, même le kid, au début, se pose l'histoire, est-ce que vous avez tué, etc. Et on peut se dire que le film interroge sur l'histoire elle-même, tout au long. Ceci étant, avec la beauté de tous les films de Clint Eastwood, je dirais qu'on chute toujours sur la même chose. Il y a toujours la morale qui gagne, le méchant est puni, le bon triomphe en quelque sorte. Et est-ce que vous partagez cette idée-là, qu'un tout petit peu, il y a cette espèce de manichéisme prévisible?
Mais qu'est-ce que vous trouvez de prévisible dans le film? Que les méchants vont être tués, il va tuer. Mais c'est qui les méchants là? Le shérif, il est là, il est vraiment présenté comme. Mais déjà que le shérif soit le méchant, c'est intéressant, non? Oui, attention, dans le contexte américain, il y a toujours cette espèce d'homme fort, de presque masculiniste, l'homme qui triomphe et qui est là, et qui est le bon, et qui est la référence. Et il se confond avec ce personnage, en quelque sorte, Clint Eastwood. Mais je trouve que ce masculinisme dont vous parlez, il est battu en brèche par le film. D'ailleurs, tout commence et tout va dégénérer à cause d'une remarque d'une prostituée sur la taille du pénis du cow-boy. Donc là, le cow-boy étant en quelque sorte touché dans sa virilité même, fait ce qu'il fait, c'est-à-dire la taille en morceaux, parce que elle a osé formuler Elle a ri. Elle a ri et elle s'est moquée de cette masculinité. Il me semble que ce film-là, n'a pas le manichéisme dont vous parlez, que les personnages sont plutôt inattendus et que le personnage du shérif, par exemple, qui est, comment on pourrait dire, à la fois qui a des côtés charmants, sympathiques. Le mec construit sa maison, donc comme dit son adjoint, il n'est vraiment pas charpentier, mais il a ce projet. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est comme la maison des petits cochons, si on souffle dessus, elle va s'effondrer. Sauf que le loup est à l'intérieur, le loup c'est lui. C'est-à-dire quand on voit comment, au nom de la loi, il se comporte avec English Bob ou avec Ned Logan, on voit bien que quelque chose a littéralement dévissé. Le kid, il lui dit va-t'en, et il va régler en quelque sorte cette histoire tout seul, en héros. C'est le problème avec Clint Eastwood, c'est qu'il est toujours présenté en héros. Mais qui signe sa propre damnation. Vous voyez bien que le personnage joué par Eastwood dans le film est absolument pas un héros. C'est-à-dire qu'il se défend, le personnage, en permanence de la légende que le Scofield Kid essaye de lui recoller en lui disant « c'est vrai que tu as fait ça, c'est vrai que tu as fait ça ». L'autre, il répond de manière marmoréenne. Il répond, I don't recollect. Voilà, et je ne me souviens pas, j'étais sous, j'ai toujours fait ça dans un état second. Il ne s'en vante jamais, bien au contraire, parce qu'il porte ça comme une croix, il porte ça comme une damnation. Et à la fin, d'une certaine manière, il enfonce un clou dans son propre cercueil. C'est-à-dire que lui, il a des problèmes moraux, il a des problèmes de conscience, il est hanté. Mais donc ça fait pas de lui, disons, le héros qui entre dans la ville, massacre tout le monde et en ressort comme il est entré. Je ne crois pas que le personnage d'Eastwood, dans ce film-là, soit cet homme en quelque sorte qui tire les marrons du feu et peut être étiqueté héros. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'il est condamné. Je crois qu'il est damné. D'ailleurs, à la fin, on peut considérer que littéralement, on le voit disparaître. Mais c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui rêve de se réformer, qui rêve d'une conversion, mais qui échoue littéralement et qui renoue avec ses propres démons dont il voudrait se débarrasser. C'est clairement dit. Et à la fin, il va à la fois à la mort, parce qu'il y a toute chance qu'il soit tué, et en même temps, comme il le dit, il a une faculté, la seule qualité qu'il ait en quelque sorte, c'est qu'il est meilleur que les autres pour tuer des gens. Il a plus de chance. Ça fait pas de lui, disons, un héros conventionnel ou classique. Les femmes dans le film ont une grande importance. Les prostituées, évidemment, sont celles qui lancent l'histoire, et vous voyez comment elles comprennent qu'elles ont lancé une machine infernale. C'est-à-dire qu'elles voudraient faire machine arrière, elles se rendent compte que les conséquences vont être absolument dramatiques, mais la boîte de Pandore est ouverte. Donc là, mais le personnage Eastwood, le personnage féminin auquel il tenait le plus, il dit c'est celle qu'on ne voit jamais. C'est Claudia, la femme défunte d'Eastwood, et qui évidemment accompagne le personnage, le hante littéralement, et son grand regret. Il en parle absolument tout le temps. Et la musique du film, elle a été bien sûr composée par Lenny Niehaus, qui est un des grands
compositeur, là encore, sur le long cours avec Eastwood, mais le thème, le Claudia Theme, le thème de Claudia, il a été écrit par Eastwood lui-même, orchestré par Lenny Niehaus, mais il a tenu en quelque sorte à ce que le thème musical, le motif musical qui porte le nom de la femme défunte soit écrit par lui, tellement il considère qu'elle est, elle est le cœur battant et le cœur absent du personnage. Mais enfin, on est en 1880, au milieu de nulle part. C'est d'autres valeurs, d'autres comportements, et je trouve ça incroyablement réaliste, ce moment où, pour nous, de manière sidérante, il dit au môme qui a l'air d'avoir 10 ans, tu t'occuperas de ta sœur qui a l'air d'avoir 8 ans, tu gères. Ah bon ? Été comme hiver, tu t'occupes des cochons, si tu as un problème, tu vas voir machine. Sally. Mais bon, voilà, ça, je trouve que c'est formidablement écrit, parce que si le film ne le montrait pas ou ne le disait pas, on n'y penserait pas. Et tout d'un coup, quand on est surpris par ça, on se dit, ben oui, c'est sans doute possible, quoi. C'est sans doute crédible. Ben en tout cas, ça, je trouve que ça fait partie des subtilités de l'écriture du film, parce que je trouve qu'on est très souvent, dans l'intrigue, on est très souvent surpris par tel propos, tel personnage, et ce qui fait qu'on tend l'oreille et qu'on rate rien, parce qu'il est impossible, je trouve que c'est pas une histoire, prévisible, stéréotypée, même si elle est structurée par, l'éternel retour du même si effectivement il essaye de changer, c'est quand même le retour du même, et c'est le retour de la même chose. Le film commence sous la pluie, finit sous la pluie, on commence par l'horreur, ça finit par l'horreur, enfin. Mais ça aussi c'est génial. Oui. Mais ça c'est génial quand il n'arrive pas à monter à cheval parce que il a plus monté à cheval depuis 10 ans. Là aussi, Eastwood joue. Oui, mais Eastwood jouait aussi avec sa propre image, c'est-à-dire le cavalier solitaire, Sergio Leone, enfin. Et là, tout d'un coup, il est plus capable de monter à cheval. Et il y a un autre moment que j'adore sous la pluie, c'est quand le cheval le malmène, il insulte le cheval, et sous la pluie, il lui dit « Sorry horse ». Ouais. C'est-à-dire, il s'excuse auprès du cheval. C'est-à-dire, et ça, c'est vraiment une autre dimension, des films d'Eastwood, c'est l'amour du vivant. Animaux compris, nature comprise. Il y a quand même presque un panthéisme dans les films d'Eastwood qu'on sent à certains plans quand il traverse l'espace américain. Il y a presque une nature magnifique dont on a envie de leur dire, mais c'est ça votre but, plutôt que celui que vous poursuivez. Mais bon, ça c'est la nature humaine. Mais il me semblait, après je sais qu'il y a une question là-bas, mais justement quand je parlais des fantômes, peut-être aussi pour rebondir sur le personnage qu'incarne Eastwood, puisqu'il fait... Alors il y a beaucoup de scènes qui sont presque... notamment tu as parlé des scènes très sombres. Je me souviens qu'ici, il y a une dizaine d'années, on a montré John McCabe, et Caroline Champetier, qui était invitée, avait utilisé cette phrase que je trouve qui convient aussi pour ce film. Elle avait parlé d'une sombre splendeur. Et c'est vrai qu'il y a aussi le film, moi j'ai l'impression qu'il est aussi habité, où il y a une sorte de porosité comme ça, avec quelque chose qui est presque onirique. Il est hanté. Et moi j'ai presque l'impression que lorsqu'il va sortir de ce moment où il pense qu'il est mort, en fait, et où il voit cette jeune femme qui est à l'origine de tout ça, c'est pour ça que je trouve que c'est pas du tout manichéen, parce qu'au fond, on voit dans le regard, et on parlait tout à l'heure, peut-être qu'il faut qu'on parle de la question du regard, que justement, elle aurait pas choisi cette vengeance-là, qu'elle a une forme de... que ça reste assez mystérieux, mais qu'elle n'aurait pas choisi que cette vengeance-là. Et lui, quand il va se réveiller, où il y a ce plan où elle est au-dessus de lui, et il lui dit deux choses. D'abord, qu'il croyait qu'elle était un ange, et qu'ensuite, ils ont tous les deux des cicatrices. Mais moi, il me semble que... Et puis, il y a cette scène très belle, où c'est tellement beau comment c'est filmé, où elle revient, il y a la neige est tombée, ils sont dehors, on voit les montagnes au loin,
Donc on change de registre, mais il me semble que ce personnage, il rêve de l'ange de la mort, mais au fond, il est l'ange de la mort. Plus que le personnage lui-même de William Munny, il y a un moment où on bascule dans une dimension qui est cette dimension-là, quoi. Et en t'écoutant, je pensais à une autre scène aussi incroyable et totalement imprévisible, et j'ai rarement vu dans un western. C'est le moment où ils abattent le premier des deux, Ouais. celui qui voulait offrir justement à la prostituée qui a été tailladée, qui voulait offrir son plus beau poulain. Delilah. Voilà. Et là, ils ont il y a là cette scène où Ned Logan, donc Morgan Freeman, doit tirer ou tuer, mais il ne peut pas, la battre parce que lui aussi il a changé. Il a changé. Lui aussi il a changé. Lui aussi il a bougé, donc il ne peut plus accomplir son. On vous entend. Oui, je sais, mais on vous entend. Il ne peut plus accomplir ce qu'il accomplissait auparavant quand il était un tueur patenté. Et donc il y a cette scène où on voit à quel point il est, pour celui évidemment qui meurt, mais aussi pour celui qui tire, les conséquences. C'est-à-dire, Eastwood fait ce film pour montrer le prix de la violence, le coût de la violence et le coût moral, enfin presque métaphysique de la violence. Il faut vivre ensuite avec les morts qu'on a tués. Et ça, la scène et c'est pour ça qu'elle dure aussi. Hein, c'est pour ça que même à un moment, il dit « mais donnez-lui de l'eau, on ne tirera pas ». C'est-à-dire que le tireur fait lui-même preuve d'humanité à ce moment-là, parce que lui-même, il est rattrapé par quelque chose, et que cette violence-là, dans cette séquence-là, on mesure le coût de la violence. On mesure le prix de la violence pour celui qui est tué comme pour celui qui a tiré. Et cette scène, elle est étonnante dans son écriture, et puis toujours avec le kid, qui lui, comme il est myope, comme une taupe, demande tout le temps à ce qu'on lui raconte la scène. Donc il y a comme un élément comique dans ce moment tragique, et en même temps, il y a une durée de la scène qui la rend absolument dramatique. Avec l'histoire de la répétition dont vous parlez, moi, ça me fait penser à Freud qui découvre la pulsion de mort à travers la répétition. Et j'ai presque l'impression qu'à la fin du film, il filme la pulsion de mort en tant que telle, quoi. Et que ça dépasse presque l'histoire américaine avec la répétition de la violence. Et je crois que Freud disait que l'important avec la pulsion de mort, c'est de la reconnaître. Et j'ai l'impression qu'avec ce film, à la fin, quand il sort du saloon, là, on a l'ange de la mort ou la pulsion de mort, et c'est presque salvateur, ça permet, il la montre telle qu'elle, et non pas en la justifiant à travers tout un tas d'autres justifications. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire de la pulsion de mort, c'est qu'elle est, son travail, c'est de revenir. C'est comme le refoulé, c'est la pulsion, elle est, elle est increvable. Elle est immortelle de ce point de vue-là, et ce qui explique en quelque sorte à quel point le personnage ne peut pas échapper à ce qu'il est, parce qu'il est absolument dominé par une pulsion qui le domine, quoi. Ça, oui. Et je pense à une chose aussi sur la puissance des ténèbres dans le film, qui renvoie à cette pulsion de mort. Le chef opérateur qui avait formé donc Jack Green, celui qui fait l'image de ce film, Bruce Surtees, on le surnommait le prince des ténèbres. Tellement c'était sa signature en quelque sorte que de travailler l'ombre, de travailler le noir et de travailler les gouffres en quelque sorte. Et les visages à moitié coupés, voilà. Et Eastwood avait une formule très drôle, et il disait qu'il avait hérité de Don Siegel, c'est pas grave si on voit rien ou si on devine, c'est pas des films que je fais pour la télévision. Et l'autre chose, c'est qu'il disait, vous savez, là, si à la 6e bobine, on ne voit pas exactement mon visage, si d'ici là, le spectateur, entre-temps, ne m'a pas reconnu, que voulez-vous que j'y fasse ? Donc voilà, bon, c'est l'humour eastwoodien, mais toujours est-il que cette question, il y tient, et il y a tenu absolument toute son œuvre, j'allais dire même jusqu'à aller dans des compositions quasi picturales dans les années 2000, sur la question, j'allais dire, de l'envahissement de l'ombre. Comment le sombre gagne du terrain, et comment, évidemment, c'est la couleur de ce qu'il raconte, quoi. Oui, il y a un aspect du film que je trouve aussi passionnant, c'est au niveau de la causalité.
des événements, parce que du point de vue des prostituées, me semble-t-il, ça a été vécu comme une grande violence, le fait que leur souffrance n'ait pas été reconnue par le shérif. Et ça, je trouve ça aussi très passionnant. On pourrait dire c'est de la faute du shérif, parce que comme il ne prend pas en quelque sorte en considération ces femmes qui sont elles-mêmes en plus d'être des femmes, sont des prostituées, donc c'est vraiment bon. Et elle lui dit d'ailleurs, elle lui fait une réflexion là-dessus. Elle lui dit oui, ils mènent pas une mauvaise vie comme nous, c'est ça. Donc à partir de là, effectivement, quelque chose, il y a, de toute façon, tout le film repose sur un principe, j'allais dire, de cause à effet, et même de coupable association, c'est-à-dire que le premier des deux coupables, entre guillemets, qui est tué, on peut considérer qu'il n'a rien fait. Oui. Et il est tué, c'est presque un dommage collatéral. Donc il y a effectivement, mais la scène l'engrenage du début est absolument passionnant, parce que ça montre aussi le statut de certaines catégories de population dans l'Ouest américain. Et évidemment, les prostituées, elles ne peuvent, dans le film, compter que sur elles-mêmes. Oui. Après, elles se rendent compte, et effectivement, il y a des différences entre elles, comme tu disais, la principale intéressée, elle, pour des raisons qui ne sont pas élucidées, aurait en quelque sorte voulu que ça n'aille pas aussi loin. Mais au bout d'un moment, c'est plus possible de faire machine arrière. Ce qui se passe au début, c'est que ce que le shérif va faire en disant ils ont une amende, c'est qu'on va compenser le manque à gagner. Donc autant, alors, qu'on taillade une femme, bon, ça passe. Mais alors s'il y a du manque à gagner, alors là, ça ne va pas. Donc c'est vraiment... Et ce qui est encore plus terrible, c'est que la rétribution... Voilà, mais c'est-à-dire que la prostituée est la victime, mais celui qui est dédommagé, c'est son proxénète. Exactement. Donc, voilà, le propriétaire. D'où pour moi le propriétaire. Tout l'enchaînement. Voilà, donc ça c'est vraiment. Alors là, c'est vraiment la logique. On pourrait dire c'est la logique du marché. La femme appartient à cet homme, c'est elle qui a été tailladée, mais c'est lui qui sera remboursé parce qu'il a été atteint dans son capital. Dans son capital. J'avais une remarque et une question, si c'est possible. Ma remarque étant, j'ai l'impression que dans son rôle, Gene Hackman, enfin le shérif en tout cas, ressemble de plus en plus à English Bob. C'est English Bob, donc il arrive avec son écrivain qui écrit sa biographie et en fait le shérif lui vole. Et puis juste après, il prend encore cet air d'homme qui est supérieur aux autres, j'ai l'impression. C'est le même que celui de English Bob. Le personnage du shérif se prend au jeu de sa propre biographie. Il lui-même, il voit l'occasion avec le journaliste de s'auto-célébrer ou de fabriquer sa propre légende. Et effectivement, de ce point de vue-là, il lui vole son biographe et il se comporte comme English Bob. C'est-à-dire qu'il essaye en quelque sorte de faire récit de sa propre vie pour qu'elle devienne légendaire et susceptible de devenir un livre. J'adore les moments où, que ce soit William Money ou le shérif, dit à chaque fois que le journaliste se présente, il dit « j'écris », et chaque fois l'autre lui répond « vous écrivez quoi, des lettres ?» Et donc, bon, ça, penser et quand ils comprennent, entre guillemets, que c'est un écrivain, effectivement, l'un comme l'autre, oui. Mais parce qu'il y a dans le shérif, c'est une figure borderline, et que de ce point de vue-là, c'est... Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit le shérif ou son adjoint qui manque un bras, en fait, ils sont devenus shérifs, ok ? Mais c'était des tueurs avant. Oui, bien sûr. Mais parce que quand il est incroyablement agressif, c'est parce qu'en fait, lui-même, il est rattrapé par sa propre nature, et lui-même, il est ce qu'il a été. Et c'est pas parce qu'il est devenu, entre guillemets, shérif qu'il aura changé de fond en comble. Donc il renoue avec sa propre nature. Le moment où il passe à tabac English Bob, quand il revient en quelque sorte littéralement de sa pulsion, hein, il est quasiment titubant, et il dit à tous ceux qui l'ont vu se comporter d'une manière hallucinante, il lui dit qu'est-ce que vous regardez tous ? Ils ont regardé ce qu'il y avait à voir, quoi. Ils ont regardé ce qui s'est montré. Et ce qui s'est montré, c'est le shérif tel qu'il est, ou tel qu'il était, mais qui n'a jamais cessé d'être.
Et c'est pas parce qu'on est... Et c'est là où il y a, d'une certaine manière, mais ça serait trop long peut-être, il y a presque un commentaire de la part d'Eastwood, presque un commentaire historique à partir d'un personnage historique qui est ce shérif, sur le personnage qu'Eastwood a incarné 20 ans auparavant dans l'Inspecteur Harry, qui, Inspecteur Harry, est un film beaucoup plus complexe qu'il n'a été perçu à l'époque. Vous avez dit déjà en introduction que Clint Eastwood avait dit lui-même à Gene Hackman pour qu'il rentre dans son film que son film était un commentaire sur la violence et non pas une violence. Pourtant, on voit Gene Hackman comme un personnage assez violent, et à part la scène du coup de fouet que vous avez expliqué, quel est le commentaire sur la violence qu'on peut donner selon le rôle de Gene Hackman? Qu'est-ce que vous regardez ? Lui, ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire une pulsion déchaînée. La raclée qu'il fout à English Bob, elle dépasse évidemment non seulement sa juridiction, son autorité, mais elle le dépasse lui-même. On voit bien qu'il y prend plaisir. On voit bien qu'il s'adonne à ça, littéralement. Et l'autre chose que Eastwood a dit à Gene Hackman, toujours en référence avec l'affaire Rodney King, c'est qu'il y avait à Los Angeles le chef du département de la police et qui était en place au moment de l'affaire Rodney King, s'appelait Daryl Gates. Et Daryl Gates, il a été chef de la police à Los Angeles de 78 jusqu'à 92. Et il a été régulièrement accusé d'avoir militarisé la police et de faire, comment ils disaient les Américains, politic culture of excessive force. Ça veut dire vraiment bon. C'est-à-dire qu'il est ce Daryl Gay et Gene Hackman, quand il a tourné la scène où Ned Logan est fouetté, il a dit au moment d'aller au tournage, il a dit « Ah, c'est l'heure de ma scène à la Rodney King ». Donc voilà, tout ça compose le personnage, à la fois avec des références à l'actualité, mais encore une fois, l'actualité chez Eastwood n'est que l'actualisation d'une histoire dont il sait qu'elle vient de plus loin et qu'elle ne fait que se répéter sous d'autres formes. Mais le personnage de Gene Hackman, non seulement il est borderline, mais il s'adonne littéralement à sa pulsion et il est débordé par elle. Ça oui, j'en suis convaincu. Et c'est en ce sens-là que, d'une certaine manière, ce shérif, vient d'un passé de tueur. Ils ont tous eu... C'est-à-dire que de la même manière que William Money cherche à devenir fermier, lui, il cherche à devenir shérif. Mais ça ne règle pas la question de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont été. Et il a une maison qui fuit. Ah, ça, pour fuir, elle fuit. Ma vision de ça, de Clint Eastwood, c'était que, en fait, il y va là où personne a envie d'y aller. C'est-à-dire que le film commence, personne n'a envie de cette violence. Même le shérif, il se refuse à pendre les gars en question en disant « Bon, allez, tu nous donnes quelques chevaux et ça sera réglé ». Ça s'apparente presque à de la corruption, à une société corrompue. Et on a l'impression que il y a ceux qui fantasment cette violence, ceux qui veulent en écrire, ceux qui veulent en faire partie, comme le Kid, mais qui se fantasment complètement, et ceux qui l'ont connu et qui n'ont pas envie d'y retourner, ceux qui n'ont pas envie d'y aller. Et on a l'impression que toute la première partie du film, tout le monde se traîne parce que personne n'a envie de sortir les flingues, et que Clint Eastwood va venir lui aussi attiré par l'appât du gain, c'est-à-dire attiré comme des vautours par l'argent, pas du tout pour défendre la veuve et l'orphelin, enfin défendre la cause. Et au contact de cette société qui va, à mon avis, estimée corrompue et violente, à partir du moment où on touche à son ami, là, la violence se déchaîne. Et qu'à partir du moment où les personnages se lancent pour ce contrat qu'ils ont accepté, mais qu'est-ce qu'ils vont lentement, quoi. C'est comme s'ils pressentaient et redoutaient ce qu'ils savent qu'il va se passer, malgré leur affirmation qu'ils ont changé. Et il y a comme une sorte de dénégation au travail, un déni de déni, et donc ils y vont, mais on ne peut pas dire qu'ils y vont rapidement, ou avec entrain, ou avec élan. Non, d'abord, le film le dit suffisamment, ils n'ont plus le même âge, ils sont plus full of beans, comme dit Morgan Freeman, c'est-à-dire qu'ils ont pris de l'âge et donc ils sont plus lents, mais aussi ils ne veulent pas y aller. C'est comme si ils y allaient à reculons, ou comme si ils avaient leur passé devant eux. Et tout ça crée cet étrange rythme, ce faux rythme, qui fait qu'on n'est pas dans
on n'est pas dans l'image-action habituelle. En tout cas, là, on n'est plus, comme disait l'autre, on est dans la crise de l'image-action parce qu'effectivement, ils n'ont aucun désir de renouer avec celui qu'ils sont et dont ils savent qu'ils ne pourront pas. Et puis, c'est comme si les hommes de violence savaient comment ça allait finir. Le shérif, il cherche à acheter la paix sociale, en fait. Il sait très bien qu'en attirant les tueurs, ça va terminer en bain de sang. Eux le savent aussi, tout le monde le sait, on sait comment ça va se terminer. Donc on va y arriver le plus tard possible. Il y a une dimension d'inéluctable. Ouais. D'ailleurs, Unforgiven, le titre original, ne veut pas dire impitoyable, ça veut dire impardonné. Justement. Impardonné. Donc il y a quelque chose qui ne peut pas être pardonné. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça vient est-ce que c'est quelque chose dans l'histoire américaine ou quelque chose dans la psyché de ces personnages-là ou dans l'homo americanus, Eastwood a fait un film qui s'appelle Chasseur blanc, cœur noir. Bon, voilà. Qu'est-ce qui est au cœur de l'histoire américaine et qui l'a fait vriller ou l'a fait se répéter de manière dramatique ? J'avais 2 questions du coup suite à ça. La première, c'était justement sur le titre. Parce que ça me semblait bizarre, du coup, Unforgiven, ça me semblait bizarre de traduire ça par impitoyable. Et vous avez parlé d'un titre de travail qui a été changé entre-temps. Le David Wade Peoples, il avait donné un titre dont il dit « Mon titre était génial, mais il fallait avoir lu le scénario pour l'apprécier. » Le titre, c'était « The Cut War Killings », c'est-à-dire, comment on pourrait traduire ça ? La guerre des putes balafrées. Voilà, la guerre des putes balafrées. Et quand d'ailleurs Coppola a racheté ce scénario, il l'avait baptisé The William Money Killing. Ouais. Donc déjà, il sentait que c'était pas le bon titre. Et Eastwood, dans les rares changements qu'il a opérés, c'est celui du titre parce qu'il trouvait que évidemment Unforgiven était plus accrocheur et plus mystérieux que The Cut War Killings. Et j'avais une question plus générale sur la perception de Clint Eastwood, justement. Je voulais savoir comment il était perçu justement dans les années 70 par le Nouvel Hollywood. Vous y avez répondu un petit peu au début. Et qu'est-ce qui avait changé entre-temps ? Parce que moi, je suis 83. J'ai vraiment, par impitoyable, commencé à voir Clint Eastwood comme un réalisateur, acteur respecté. Donc on a commencé à parler du travail. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que sa perception a évolué avec le temps, et notamment au niveau politique ? Justement parce qu'il est vu comme presque fasciste, en tout cas, Law and Order, ça, très clairement, ça, dans les années 70. Ça, c'est l'héritage des années 70. Hein. Alors, et ça tient essentiellement, d'abord, aux prises de position politiques d'Eastwood, qui, de temps en temps, dit qu'il est républicain et de temps en temps dit qu'il est libertarien. Et moi, je pense qu'il est beaucoup plus libertarien que conservateur. Mais ça nous risque de nous entraîner loin parce que ça implique de dire ce qui se joue au moment de l'inspecteur Harry en 71. C'est-à-dire que quand il tient le rôle de l'inspecteur Harry, qui est encore une fois, il faudrait le projeter ici, c'est un film complexe et passionnant, mais l'époque, les années 70 et en particulier la critique aux New Yorkers, en particulier Pauline Kael, c'est une période idéologique très forte. Eastwood a dit des années 70, il dit à l'époque, tous les libéraux traitaient les conservateurs de fascistes et tous les conservateurs traitaient les libéraux de communistes. Voilà. Comme ça donne le ton de la guerre idéologique qui se livrait. Et toute subtilité ou toute zone d'ombre ou toute complexité d'un personnage était passée au laminoir pour parvenir soit à en faire l'éloge, soit à les trier. Et Eastwood, dans les années 70, en tant qu'acteur, il n'est pas pris au sérieux, parce qu'il a un jeu, minimaliste. Et comme dit Pauline Kael, on ne peut pas dire d'Eastwood que c'est un mauvais acteur, parce que ce n'est pas un acteur. Jouer ne fait pas partie de son contrat. C'est-à-dire que ce qu'on admire aujourd'hui, et ce qu'on admire, disons, depuis les années 80, au moment où c'est-à-dire ce laconisme, cette minéralité, comme lui enseignait un de ses professeurs de jeu, il lui disait « Don't do nothing », ne fais rien, ce qui est le contraire de ce qu'on imagine être les impulsions ou les conseils donnés à un acteur américain, le « Don't do nothing ». Et il y avait une autre formule que j'adore qui est parce que Eastwood, au début des années 70, fin 60, fait un film de guerre qui s'appelle « Quand les aigles attaquent » avec Richard Burton.
Donc il se partage la vedette avec Richard Burton. Et Dieu sait que Richard Burton, disons, c'est une autre tradition du jeu, plus shakespearienne. D'ailleurs, Eastwood avait dit à ce propos de leur, parce que il a dit, j'ai compris, j'ai lu le scénario. Richard Burton, he'll do the talking, I'll do the killing. Bon. Et quand on a interrogé Richard Burton sur son partenaire Eastwood, il a eu cette formule géniale. Il a dit, je suis très impressionné par le jeu de Clint Eastwood. Autant vous dire que dire ça à cette époque-là, c'est out of the blue. Personne, à part Léon ou Don Siegel, ne vante le jeu d'Eastwood. Et Richard Burton dit, il a une qualité, une sorte de léthargie dynamique. Ouais, pas mieux. Pas mieux. Donc voilà. Et le fait que Eastwood soit à ce point populaire dans les années 70 et tellement étrillé par la critique ou l'intelligentsia cinématographique fait que son geste cinématographique de metteur en scène dans les années 70 passe totalement inaperçu. Il fait 7 films entre 1971 et 1980, 7 qu'il réalise, qu'il signe de son nom. C'est dans Positif qui sera, par exemple en France, une des revues les plus rapides, en quelque sorte, à s'intéresser à Eastwood. Un film comme L'Homme des Hautes Plaines, son premier western, la critique, c'était ce Mein Kampf de l'Ouest. Wow. Donc ça cognait dur quand même. Hein. Et c'est pour ça que je parlais de conversion critique. Et le fait qu'il soit tellement méprisé en tant qu'acteur fait que son talent de metteur en scène passe inaperçu. Et par rapport au nouvel Hollywood, c'était votre question, Tarantino a écrit dans son livre « La cinéma spéculation » un chapitre très intéressant sur les années 70 et le nouvel Hollywood, et il divise en quelque sorte la population des cinéastes en 2 familles. Il dit il y a les movie brats, donc c'est les cinéastes cinéphiles, les Spielberg, les Peter Bogdanovich, et puis il y a les cinéastes anti-establishment, donc par exemple Robert Altman. Et on se rend compte dans son texte, où il ne cite jamais Eastwood, qu'Eastwood, dans ces 2 familles, ne tient dans aucune des 2. Il n'est ni l'un ni l'autre. Et c'est vraiment là pour le coup une sorte de traversée en solitaire des années 70, tout en étant la star numéro 1 du box-office américain. C'est cette contradiction ou ce paradoxe dont lui-même a conscience, qu'il va travailler, comme je disais, à travers ses films, et qui va produire cette conversion, alors là, qui culmine au moment d'Impitoyable, où là, tout le monde rend les armes, tout le monde le trouve génial, formidable, il devient encensé par la profession, la critique, le public, les Oscars, et Impitoyable ouvre vraiment une période où les films d'Eastwood vont être absolument formidables, c'est-à-dire Un monde parfait. Moi, c'est un film que je trouve extraordinaire. Il tourne 2 ans après Sur la route de Madison. Il tourne un film extraordinaire qui s'appelle Minuit dans le jardin du bien et du mal. Voilà, il y a là vraiment il a la main heureuse pendant toutes les années 90. Ben c'est vraiment l'impression que ça donne, c'est que c'est un gars qui a traversé pendant 70 ans les modes, la politique, etc., sans jamais varier. On a l'impression qu'il a été invariable. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais préoccupé de la mode, de ce qui devait se faire soi-disant pour être in. Il a toujours été, de ce point de vue-là, inactuel, anachronique, et c'est cet anachronisme qui le rend permanent, quoi. Mais oui, bien sûr. Je voulais juste rebondir sur plein de petites choses qui ont été dites et répondre au monsieur par rapport au masculinisme, au virilisme, etc. Et quelque chose que vous avez déjà annoncé plein de fois, et vous avez tout l'été tous pour travailler, c'est que en fait, autour de ce film-là, toute la carrière de Clint Eastwood, elle se concentre, c'est-à-dire, vous le disiez tout à l'heure, juste avant, il y a Dans la ligne de mire, où il est simplement comédien, ce film-là où il est acteur, réalisateur, le film d'après, Un monde parfait, où il est simplement réalisateur avec un second rôle, et c'est... Comment il s'appelle ? Kevin Costner qui a le rôle principal. Et en fait, à chaque fois, ça raconte tout Eastwood, c'est-à-dire tous les paradoxes et toutes les subtilités qu'il y a. Et évidemment, il y a toujours des choses qui lui collent au basque. Mais c'est plus subtil que ça. Et ça a toujours été ça dans toute sa carrière. Et il faut juste repenser à un truc, c'est que Pour une poignée de dollars, qui est le film dans lequel il explose aux yeux du monde, mais il souffre, il est torturé. Alors évidemment, peut-être que pour être un homme, il faut souffrir pour devenir un héros.
Mais c'est ce que racontent beaucoup d'autres de ces films, et surtout dans tous ces films, non seulement il y a des fantômes, mais il y a aussi des gens qui sont à part. Et dans ce film-là, alors je pense que c'est le summum, parce que tout est très dessiné, mais tous les personnages sont des misfits. C'est hallucinant en fait. Le shérif, les prostituées sont pas des prostituées comme les autres. Son copain, c'est un noir. Alors évidemment, maintenant c'est acquis, mais bon voilà, il y avait déjà des noirs ou des indiens qui n'étaient pas vraiment des noirs et les indiens habituels des westerns. Et ça, c'est tout Eastwood. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut battre en brèche. Et je sais que vous le faites dans votre livre et que on parle le même langage, mais sur cette image de Clint Eastwood, conservateur et le héros archétypal, c'est plus complexe que ça. Je pense que c'est comme avec Godard, comment dire, c'est des personnes ou des personnages qui sont beaucoup plus jugés pour ce qu'on en sait, parce qu'on a lu ou vu ou entendu, que parce qu'on a vu leur film. Godard se désespérait d'être plus connu que ses films. Voilà. Et ça répond à ce que je disais au tout début à monsieur, c'est que, encore une fois, si on veut s'intéresser par exemple à Eastwood, le comprendre dans sa complexité, c'est en voyant les films. Pas tous, il y en a qui sont ratés, mais c'est en se coltinant l'œuvre, c'est en regardant vraiment, c'est en faisant l'effort de voir, de s'interroger. Si c'est pour en rester comme je disais dans les années 70, à la réputation, ce qu'on en dit. Eastwood, c'est d'abord et avant tout un acteur et un cinéaste et un producteur. Donc, c'est les films qui nous importent. C'est pas la rumeur, c'est pas les propos rapportés, ou c'est pas les éternels clichés reconduits, quoi. Et j'essaie de me rappeler s'il y a vraiment un film dont il est à l'origine au niveau du scénario et qu'il aurait écrit tout seul. Je pense qu'il n'y a pas de scénario. Eastwood, c'est quelqu'un qui a passé son temps à chercher des histoires à raconter, qui n'a jamais adapté, j'allais dire, de classiques de la littérature, c'est pas son propos, mais qui s'est toujours intéressé soit à des best-sellers, que ce soit des romans ou des non-fictions, ou alors à des scénarios originaux que là, il retravaille ou qu'il fait retravailler. Mais c'est pas quelqu'un qui se met devant une page blanche et qui écrit. Il part toujours soit d'un traitement, ça peut être quelques pages, soit d'un scénario écrit, mais il est plutôt à la recherche de scénaristes qu'il ne se considère comme scénariste. Après, il peut faire des modifications, mais il n'y a pas d'exemple, à ma connaissance, de scénario qui viendrait, même s'il a pu susciter des histoires. Voilà. Bon, il y a un fantôme dont on a un peu parlé, mais pas complètement. On a fait des incises. C'est évidemment Ford, quand même, à cause de la phrase que tu as dite, quand on... Quand les faits dépassent voilà, on imprime la légende, mais il y a même aussi sur la scène du recueil près de la tombe, enfin il y a plein d'autres choses, et juste peut-être parce que je trouvais ça drôle, dans Liberty Valance, voilà, c'est à ça que je pensais, c'est y compris le personnage qui écrit, dans Liberty Valance, le journaliste, comment il s'appelle, Dutton Peabody dans le film, il incarne quelque chose justement de courageux au fond, puisque c'est lui qui se fait casser la gueule, alors que là, l'écrivain, il est... on est dans le pulp, quoi. On est dans plus rien. Dans le pulp, dans le dime novel, on est dans le roman de Katsu, on est bien sûr dans l'édition populaire. Voilà. Donc il y a cette idée de comment dire, et je pensais juste à une chose. Ah oui, voilà. Avec la maison, c'est que dans Liberty Valance, il y a l'impossibilité que la maison soit construite, puisqu'elle, John Wayne, puisqu'il la brûle. Et là, la maison, de toute façon, c'est deux fois quand même, les deux personnages essayent de construire leur maison. Il y en a une, il finit par la brûler, et l'autre, il pleut tout le temps dedans, ça fuit. Donc il y a cette impossibilité, y compris... Oui, parce que c'est les personnages, surtout dans le film de Ford, le personnage de John Wayne est un personnage qui se sait condamné par l'histoire. Voilà. Qui se sait condamné par une forme d'évolution qui implique qu'il disparaisse, quoi. Alors que là, lui, il croit qu'il va y arriver, mais ça pleut, quoi. Mais lui, il croit qu'il va y arriver parce qu'il pense qu'il est un homme de paix, alors qu'évidemment, c'est un personnage plus complexe que ça. Mais une chose par rapport à Ford, qui est une référence qu'on cite, qu'on emploie souvent à propos d'Eastwood, et il a répondu plusieurs fois que on le renvoie toujours au western d'Eastwood, et il dit « Mais moi, le Ford qui m'intéresse le plus,
c'est le Ford des raisins de la colère. Oui. C'est-à-dire, en fait, le Ford qui filme la dépression des années 30, parce que Eastwood, sans avoir connu la misère, est vraiment, lui, né en 1930. Il est un enfant des années 30. Et ce qu'il voit en tant qu'adulte dans Les raisins de la colère, évidemment, évoque quelque chose de ses premières années et de son enfance. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un, Eastwood, qui fera un film qui s'appelle Honky Tonk Man au début des années 40, un film très très beau et qui se déroule absolument dans les années 30 et qui lui aussi convoque, disons, le souvenir des raisins de la colère et le souvenir des photos de Dorothy Lange, par exemple. Voilà. Mais la scène près de la tombe, c'est vraiment une scène... Oui, parce que dans les films de Ford, on va très souvent parler aux morts. Aux femmes mortes. Aux que femmes ce mortes soit, devant une Young pierre tombale. Mr. Lincoln vers sa destinée. Presque She wore a yellow ribbon. Voilà, She bien wore a sûr. yellow ribbon. Tous, ils vont parler à leurs femmes mortes. Ah ben ça, c'est l'éternel sujet eastwoodien des vivants et des morts. Hein. Voilà. C'est même quelqu'un qui a fait un film qui s'appelle Au-delà, sur le rapport entre les vivants et les C'est morts. vrai, j'avais oublié ce film. Est-ce qu'il y a une ultime question? Alors, pas de regret de ne pas avoir parlé? Non, ça... Hein? Allez, une dernière, et puis après... Parce qu'en plus, il faut amener, si vous voulez, signer des livres, et c'est vrai qu'il est tard, je n'avais pas vu. Pardon, j'ai une dernière question. Je pensais à Gene Hackman et à sa mort récente. Ouais. Évidemment que celle de Clint Eastwood va arriver comme sujet un jour ou l'autre. On croise les doigts. Moi, je voulais vous demander, à votre avis, vous qui le connaissez bien, quelle trace laissera-t-il après sa mort? C'est-à-dire, après la mort des gens, selon, à l'époque où ils sont morts, comment dire, ils sont plus ou moins célébrés. Je pense à Belmondo, Alain Delon, etc. J'ai l'impression que Clint Eastwood n'a pas d'équivalent dans l'histoire du cinéma, d'être aussi populaire en tant qu'acteur et aussi respecté en tant que réalisateur et d'avoir une carrière aussi longue. Effectivement, vous le disiez, à tourner à plus de 90 ans, je ne suis pas sûr que ça se soit vu, à aussi haut niveau. Et je me demandais en fait quelle place il aurait au Panthéon. Est-ce que vraiment, après sa mort, on le célébrerait comme un des plus grands, si ce n'est le plus grand marqueur de l'histoire du cinéma, ou si c'est juste quelqu'un qui est trop vieux pour qu'on se souvienne de tout ce qu'il a fait, en disant bon, c'est quelqu'un du passé qui a eu telle heure de gloire. Le seul cinéaste qui l'a pas encore battu, c'est Manuel de Oliveira, qui faisait des films à 107 ans. Mais c'est cinéaste portugais, et voilà. D'ailleurs, Eastwood l'avait rencontré, je crois qu'il avait 70 ans, à un festival de Cannes. Il lui avait dit: je prends exemple sur vous, vous êtes mon modèle. Voilà. Bon, vous savez, en plus, Eastwood, c'est quelqu'un qui comment dire, dans les années 80, il y avait, comme ça se fait beaucoup en Californie, il y avait un livre qui était un best-seller et qui était un livre écrit par, si ça existe qu'en Californie, ça, par des scientifiques qui s'étaient baptisés longévistes, et c'était un best-seller pour, en fonction avec quelle alimentation, quelle posologie, quel médicament, hein, pour durer le plus longtemps possible. Il faut croire qu'on aura eu tort de ne pas acheter ce manuel, parce qu'il y a un des chapitres consacré à un certain Monsieur Smith, et on sait que ce Mr. Smith, c'est Clint Eastwood. Et donc, j'ai lu ce chapitre, j'ai rien compris parce que c'est de la posologie, enfin, il faudrait un pharmacien pour nous décrypter tout ça, mais voilà, c'est quelqu'un qui a veillé très précisément à sa santé tout du long, le désir de durer, pas seulement pour durer, mais parce qu'il avait un projet, il avait une ambition, et cette ambition s'est littéralement accomplie et déployée dans des proportions qui doivent le surprendre lui-même, mais c'est quelqu'un qui était d'une certaine manière, qui avait une forme de volontarisme dans son accomplissement. Donc, quand il sera plus là, il va rester l'œuvre, et là on va se rendre compte, ou on va reprendre conscience des dimensions de l'œuvre, parce que elle a duré tellement longtemps, cette œuvre, que même ses admirateurs se sont parfois un peu lassés de sa longévité. Tiens, encore un Eastwood. C'est surtout ça, j'ai l'impression qu'on a perdu conscience, Ouais. et qu'on va retrouver la conscience de ce que
de ce qu'il représentait. Ouais. Absolument. Ouais. Mais ça, c'est le travail de la disparition. Et ça, c'est aussi le travail de qu'est-ce que c'est montrer des films, comme par exemple Oui, le bien travail sûr, de la bien sûr. Cinémathèque française. Bien sûr. Enfin, C'est-à-dire l'entretien qu'après, voilà, bien sûr, l'entretien de la mémoire et même rendre vivant le fait de projeter voir pour- les films. Voilà, et projeter pour montrer ce que ça peut être une ambition artistique. Voilà. Où ça? Ici? Ah, la dernière, c'était en 2011. Et on va en montrer 7 en septembre. Ah, Voilà. dans quel... Et comme ça, pour fêter ses 80 ans. Ses 95 ans. Ah, super. 95 ans. Bon. Donc, rendez-vous à la Cinémathèque française Voilà, en fin août. septembre. Fin Fin août, début septembre. Voilà, fin août, début septembre. Génial. Merci beaucoup. Merci Mais beaucoup merci à à vous. Bernard Merci d'être à vous. venu.